Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui me connaissent. Chantal, on s'est parlé quelques fois au téléphone depuis l'an passé. Monsieur Giroux, bonjour. Joanne, Catherine, Nancy. Alors, je suis Carole Campeau, la coordonnatrice des services de soutien d'accompagnement. Avant que Joanne commence à nous offrir cette conférence atelier, je dirais, il y a quelques petites choses que j'avais à vous dire. En fait, ça va être on est en train d'enregistrer parce que nous, on pourra partager par la suite à des gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui cette conférence. Alors, c'est enregistré. Si vous souhaitez ne pas être vu, juste fermer votre caméra, c'est la chose à faire. Et on va fermer les micros pour que Joanne puisse présenter sa conférence. Il y a toujours moyen de poser des questions sur le chat et on pourra y répondre soit au fur et à mesure ou à la fin de la conférence comme telle. S'il y a des choses plus, disons que Joanne dit quelque chose, puis vous pensez à quelque chose, vous voulez en parler tout de suite, levez votre main. Et puis, je pourrais à ce moment-là dire à Joanne, il y a quelqu'un qui a une question pour toi. Alors, je donne la parole à Joanne Perrault, qui est notre psychologue ici à Palliavie, la Maison du soins palliatifs. Et c'est elle qui va nous présenter cette petite conférence. Alors, go Joanne, c'est à vous. Merci Carole. Bonjour à vous. Si on avait été une grosse gang, peut-être que ça aurait été moins évident de dire ça, mais oui, je vais vous inviter à réagir au fur et à mesure si vous avez des commentaires, des questions, des réactions à ce que je vous raconte. C'est sûr qu'en présentiel, ça aurait été encore plus agréable parce qu'on aurait pu le faire vraiment sous forme de partage, là. Mais au petit groupe que nous sommes, je pense que c'est aussi possible de se permettre de réagir puis d'échanger. Quitte à ce que je vous dise, bien ça, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Vous êtes trop d'avance avec votre question, mais je ne l'oublie pas. Alors, ne vous gênez pas si vous avez des réactions, là, plutôt que de s'enligner pour m'écouter placoter pendant une heure de temps. Parce qu'effectivement, on va aussi, j'aimerais qu'on se garde un peu de temps pour échanger par la suite. OK? Alors, libre à vous d'accumuler vos réactions ou de les partager au fur et à mesure. OK? Alors, on va se parler en fait de résilience et d'usure de résilience. Puis je pense que c'est approprié à ce moment-ci de ce que l'on vit, parce qu'après un an de confinement et même rendu presque à 13 mois de confinement, là, je pense qu'il y a des signes d'usure. Mais au point de départ, on n'en était pas là. Si il y a 2 ans, on s'était posé la question à savoir qu'est-ce qui nous venait en tête comme image, comme symbole de personnage résilient, peut-être qu'on aurait sorti des trucs comme Nelson Mandela, puis Martin Gray, puis... Mais actuellement, si on se pose la question de qu'est-ce qui nous vient en tête quand on pense à des personnes résilientes, les noms risquent de se rapprocher beaucoup plus de nous actuellement. On risque de penser à nous ou on risque de penser à quelqu'un de proche ou à un voisin, à un ami, à un enfant, à un conjoint, à un frère, à une tante. Tout à coup, le phénomène de résilience, c'est répandu dans notre vocabulaire puis dans notre perception aussi des choses. Et c'est plus quelque chose qui est réservé à une élite qui tout à coup font preuve d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. Tout le monde, depuis 13 mois, est appelé à réaliser que ça fait appel à notre capacité de résilience, notre capacité d'adaptation, mais notre capacité de résilience aussi.
Puis la résilience, si on regarde un peu la définition qu'on en donne dans la littérature, c'est la capacité de rebondir, mais pas juste la capacité de rebondir, la capacité de rebondir plus haut encore après l'épreuve. Alors, c'est pas une définition simple il ne suffit pas juste de survivre, il ne suffit pas juste de s'ajuster. Il s'agit, quand on est résilient, de rebondir encore plus haut qu'avant l'épreuve. C'est un contrat, mettons. OK? Je ne suis pas sûre qu'on est tous dans cette catégorie-là d'emblée, en tout cas. Puis, je ne sais pas vous autres, comment vous avez réagi, mais moi, je sais bien qu'après un petit bout de temps, là, j'étais contente que le soleil se mette à affadir les couleurs des arcs-en-ciel qu'il y avait un peu partout dans les fenêtres de tout le monde. J'étais comme plus capable de voir le message de « ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller ». Je ne trouvais pas que ça allait si bien que ça. Puis je peux comprendre aussi là, que les gens ont besoin d'encouragement, que nos gouvernements lançaient des messages positifs. J'entends tout ça, puis je comprends tout ça. Mais je n'étais plus capable d'entendre ce message-là, puis de le voir partout sur mon chemin, à tous les coins de rue que je tournais, de voir des arcs-en-ciel. Il me semble que ça ne collait plus. Après ça, quand le soleil s'est mis à affadir les dessins d'arc-en-ciel qu'on retrouvait un petit peu partout, le message a un peu changé et là, je me suis mis à beaucoup entendre dans les médias le thème de « on se réinvente ». Là, tout le monde se réinventait et tout le monde se réinventait dans la joie, dans la créativité, avec tellement de plaisir. Et ça aussi, ça a fini par m'atteindre et me dire, en tout cas, moi, j'en suis pas là. J'avais de la difficulté avec ce message-là, même si, encore une fois, je comprends qu'il y a là-dedans un message d'espoir pour les gens, puis d'appel à la créativité des gens pour qui se réinventent. J'entendais bien l'intention derrière, mais je réagissais à ce message-là aussi. Récemment, le message a changé il y a peut-être quelques mois. Là, autour des fêtes, on a commencé, même nos gouvernements, nos porte-paroles officiels ont commencé à dire « on va vous demander un effort, on va vous demander des sacrifices, on va vous demander pas juste d'être docile, mais ça va demander de la solidarité, ça va demander… bon, en tout cas, le message s'est mis à changer et là, après ça, des gens se sont mis à sonner l'alarme. Il y a des gens qui ne vont pas bien en termes de santé mentale, il y a des jeunes qui sont en difficulté, il y a des jeunes qui sont démotivés. Il faut réintroduire du sport pour que les jeunes s'accrochent, se motivent. L'année scolaire est en perdition, les apprentissages ne sont pas là, les résultats baissent. En tout cas, là, tout à coup, on s'est mis à entendre un paquet d'autres messages, mais plus alarmistes, mettons. Mais au fur et à mesure des semaines, le message, même des personnes autour de moi, s'est mis à changer aussi. Et les gens se sont mis à admettre qu'il y avait des bouts difficiles dans ce qu'on traversait. Fait que ça, je trouvais ça plus sain d'entendre ce bout-là parce que je pense que pour être capable d'être résilient, il faut aussi… On ne peut pas juste être résilient en sautant par-dessus le problème puis en n'admettant pas les pertes qu'il y a là-dedans, les deuils qu'il y a dans ça. Et je pense qu'il y en a un certain nombre à travers la pandémie
qu'on rencontre actuellement. Alors, on s'est mis aussi à la télévision à nous présenter des exemples de gens résilients, des reportages de gens de directeurs d'entreprise qui, dans la nuit qui a suivi l'annonce de François Legault de confiner le Québec, se sont revirés là, sur un dixaine puis ont décidé que la priorité de leur entreprise, ça ne serait plus de fabriquer du gin ou de la vodka ou je ne sais pas trop quoi, puis que tout à coup, ils se mettraient à fabriquer du désinfectant parce que là, c'est de ça que la province aurait besoin. Puis bon, ils ont fait ça là, dans l'espace de quelques heures. On a eu droit aussi à des reportages de gens qui demeuraient à Montréal, puis qui tout à coup ont décidé que l'autonomie alimentaire du Québec, c'était quelque chose d'important. Alors, un du couple, sa maman avait des terres dans les cantons de l'Est, puis là, ils se sont virés de bord, puis ils ont décidé d'aller rester là, puis de se faire cultivateurs, puis de planter des légumes. Bon, en tout cas, c'est correct, mais je résiste encore une fois à cette image-là qu'on nous propose. D'abord, tout le monde ne peut pas quitter Montréal pour aller cultiver dans les cantons de l'Est, même s'il y a beaucoup de terres agricoles. C'est pas possible. Tout le monde ne va pas faire ça. Tout le monde n'a pas une belle-mère ou un beau-père qui a un grand terrain quelque part qui se prête à la culture. C'est des exemples intéressants, encourageants, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Alors, j'aimerais ça qu'on ramène ça à des proportions plus ordinaires. Et je vous disais tantôt que la définition que j'avais retrouvée, moi, le plus fréquemment de la résilience, c'était la capacité de rebondir encore plus haut après l'épreuve qu'avant. Ça, dans ma pratique, je n'ai pas souvent eu ce type de témoignage-là. Mais par contre, j'ai régulièrement eu, et j'ai encore, des témoignages de personnes qui vont avouer avoir traversé une épreuve, puis une épreuve que parfois ils vont clairement dire « je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, je souhaite ça à personne », mais je suis obligée, après coup, avec le temps, de réaliser que ça a été un point tournant dans ma vie. Ça a changé le cours de ma vie. À partir de cet événement-là, j'ai pris une tangente, j'ai réalisé des choses, j'ai réajusté des affaires, j'ai fait des choix, je me suis resituée et ça a changé le reste de ma vie. Ça, j'ai entendu ça régulièrement dans ma pratique. Est-ce que c'est généralisé? Je ne peux pas le dire. C'est sûr que les gens qui font appel à des psychologues, c'est parce qu'ils traversent des moments difficiles. La personne qui, en l'espace d'une nuit, a transformé son usine pour fabriquer du désinfectant à la place du gin ou des blouses pour les infirmiers et infirmières à la place des complets pour hommes. Moi, je ne l'ai pas eu dans mon bureau, fait que je ne sais pas s'il dirait que c'est quelque chose qui a transformé sa vie, mais ce témoignage-là, c'est quelque chose que j'ai entendu et que j'entends encore. La capacité des gens de dire après coup, tel événement difficile dans ma vie m'a vraiment amené des fois à des places que je n'avais pas prévues, mais à transformer. Ça m'a transformé, ça m'a changé. Ça a été un point tournant dans ma vie. Ça, j'ai entendu ça. Puis ça, c'est quelque chose qui me parle davantage. Ça me dit que beaucoup plus de gens qu'on pense qui se sont peut-être pas revirés de bord en 24 heures,
qui n'ont pas fait des vidéos ou qui n'en font pas tous les jours sur les réseaux sociaux pour chanter des chansons, se déguiser, se mettre des perruques ou je ne sais pas trop quoi, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vont pas, après un bout de temps, finir par réaliser qu'ils ont fait des acquis importants pendant la pandémie, que ça a été un temps d'épreuve, oui, mais un temps possiblement de découverte puis de changement. Puis souvent pour le mieux. Du moins, on va l'espérer. On va espérer que ça va être pour le mieux. Ça ne l'est pas tout le temps. Le dicton qui dit là, que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ce n'est pas tout le temps vrai. Il y en a qui n'en meurent pas, là, mais qui sortent très, très aplatis et très diminués des épreuves. Alors, j'aime penser que l'on peut tous être résilients et que le fait qu'on n'ait pas rebondi dans les 24 heures qui ont suivi la fermeture de la province par notre gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de résilience et qu'on n'est pas capable de sortir grandi de cette expérience-là. Je vais vous introduire les ingrédients de la résilience à partir des lectures que j'ai faites et aussi vous introduire une autre notion. Les ingrédients, ça ressemble à une recette, mais la recette de la résilience, ce n'est pas une recette où tu dis, ben, tu mets des bleuets, des framboises, du yogourt puis du lait, puis tu pars le blender, puis ça va te donner un smoothie. Bon, ça, c'est correct. Mais la résilience, ce n'est pas comme ça. La résilience, moi, je le compare à un tricot. OK? La résilience, ça demande un certain nombre d'ingrédients, mais ces ingrédients-là se rattachent les uns aux autres. Alors, il y a un travail à faire de tricotage. Ça ne prend pas juste 2 broches, une aiguille à laine, puis une pelote de laine, puis tu mets ça dans un sac, tu brasses, puis ça te donne une tuque. Ça ne marche pas de même, la résilience. Ça demande un travail, ça demande un maillage, ça demande une tension. Alors, c'est plus subtil que juste une recette de gâteau. Tu mets tous les ingrédients, tu brasses, puis ça lève. C'est pas comme ça, la résilience. Alors, à quelque part, c'est plus complexe. Et il y a des choses qu'on contrôle, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement dans la résilience aussi. Alors, ce que je dirais, c'est ce que j'ai appris à partir de mes lectures, c'est les ingrédients, ou en tout cas ce que ça prend pour qu'une personne soit résiliente. Ça se compose à la fois d'une solide estime de soi. OK? Ça, c'est un des ingrédients importants de la résilience. Ensuite, l'autre ingrédient que ça demande, c'est la capacité de mentaliser, de processer les événements, de les nommer ou de les processer. Les nommer, mentalisation, ça fait appel aussi à la capacité de nommer, mais ça peut être nommer, écrire, peindre, sculpter, coudre, tricoter, en tout cas, capacité de processer ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'en faire quelque chose. Et le troisième ingrédient que ça prend, c'est un objet extérieur, un nid, un environnement, un réseau. Fait que je me dis, si on traverse cette pandémie-là depuis 13 mois, et si à quelque part on est usé, c'est qu'on peut regarder ces 3 aspects-là.
de nos vies, chacun, pour dire, en termes d'estime de soi, qu'est-ce qui a changé pendant la pandémie? En termes de capacité de mentalisation ou d'expression, tiens, c'est le mot que je cherchais tantôt, en termes de capacité d'expression, qu'est-ce qui a changé depuis la pandémie? Puis en termes d'objets extérieurs, qu'est-ce qui a changé depuis la pandémie? Puis parfois, on va réaliser que c'est des choses, des grosses affaires qui ont changé, puis d'autres fois, c'est des affaires plus subtiles, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous atteint pas, par exemple. Si je pense, je repars avec ma liste, mais je la fais à rebours, l'objet extérieur, les objets extérieurs, c'est sûr que ça nous a atteint de plein fouet parce qu'on a limité les contacts, on a limité les rencontres, les occasions de rencontres, les occasions d'échange, on a distancé les gens, on s'est vu, on s'est contacté par téléphone, on s'est vu par Zoom, alors on a distendu le réseau des gens. En même temps, si on parle de réseau, mais de contenant, de nid des personnes, je regarde le nombre de personnes qui ont entrepris de faire des rénovations chez eux, de vendre ou de déménager, d'acheter, de s'en aller vers la campagne. Je pense que ça nous a rendus beaucoup plus conscients de notre environnement, puis de jusqu'à quel point notre environnement était adéquat pour rencontrer nos besoins. Alors, c'est sûr que les gens qui vivent à la campagne, qui sont retraités, qui vivent à la campagne, qui vivent sur une terre, qui ont grand, ils ont pu aller se promener tous les jours, puis ça ne les a pas empêchés de sortir, de profiter de la nature. Ces gens-là étaient favorisés par rapport à d'autres qui étaient pris dans un 3e étage à Montréal, tu sais, tout poigné d'un paquet, pas accès à la cour. Bon. Alors, ça va de soi quand on le dit, mais en même temps, ça fait partie des choses qui parfois facilitent et parfois ne facilitent pas la résilience de quelqu'un. Alors, c'est sûr qu'un environnement, même juste physique, adéquat, intéressant, confortable, ça aide, ça nous aide, ça nous donne une qualité de vie, ça nous aide à maintenir une qualité de vie plus facilement que quelqu'un qui a un environnement moins inspirant puis moins confortable. Le nid, il est physique, mais il est aussi relationnel. Alors, quelqu'un qui a un solide réseau, beaucoup de relations, ou en tout cas, beaucoup peut-être pas, mais en tout cas, un certain nombre de relations à tout le moins, puis des relations profondes, des gens sur qui on peut compter, des gens avec qui on peut échanger pour vrai, des gens qui sont proches, avec qui on peut se permettre de dire ce qui nous habite, d'être entendu sans être jugé. Ceux qui ont un solide réseau de relations authentiques et nourrissantes, ils partent avec une longueur d'avance par rapport à leur capacité de s'adapter à une épreuve comme un confinement, par exemple. Les gens qui ont gardé leur capacité de travail, certains à partir de télétravail, mais au moins ils n'ont pas perdu leur travail. Ils ont continué à faire le boulot pour lequel ils étaient payés et compétents pour leur compagnie. Les gens qui appartiennent à une institution sociale ou culturelle, les gens des services essentiels, les gens des services de santé,
ils ont gardé leur titre, ils ont gardé leur titre, ils ont gardé leur fonction, ils ont gardé leur travail, ils ont gardé leurs horaires, parfois même ils ont dû augmenter leurs heures. Alors, en termes de rôle, ça, ils ont conservé ça. Parfois aidant, parfois pas aidant pour la résilience. La capacité de mentalisation maintenant, c'est la capacité de nommer ce qui nous habite, ce qui se passe pour nous. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup exploité actuellement par nos gouvernements, mais une des expériences que j'ai trouvées absolument fabuleuses, c'est celle de Jeannette Bertrand, qui a invité les personnes âgées à qui on recommandait hautement de ne pas bouger de chez eux puis de se protéger. Elle les a invités à écrire. Et ça, je trouve que c'est une magnifique initiative d'inviter les gens qui étaient confinés chez eux, très souvent seuls, pas toujours, mais parfois, seuls, à écrire. Ça veut dire s'asseoir, ça veut dire repenser à sa vie, ça veut dire repenser aux différentes étapes de notre vie, ça veut dire fouiller dans nos photos, fouiller dans nos souvenirs, retracer les temps marquants, faire des bilans. C'est quelque chose qui demande d'une part de se mobiliser, de se mettre en action, de travailler jusqu'à un certain point, de travailler fort avec notre tête, à ressasser plein d'affaires et à mettre par écrit des choses. Ça, je trouve que c'était une magnifique façon de tendre une perche aux personnes âgées pour qu'ils fassent du sens, qui entreprennent un projet qu'ils n'auraient probablement pas entrepris s'ils n'avaient pas été confinés chez eux. Je trouvais que c'était une belle occasion de tendre la main aux personnes âgées et de leur proposer quelque chose de mobilisateur, mais aussi quelque chose de créatif, quelque chose qui pourrait les amener à faire plus de sens, amener plus de sens dans leur propre vie à eux. Je regrette, puis peut-être que je suis juste pas au courant, là, mais j'ai pas entendu, en tout cas, il n'y a rien de semblable qui m'a frappé pour les jeunes. Je ne sais pas si quelqu'un a tendu une perche aux jeunes pour dire dis-nous qu'est-ce qui t'habite pendant cette pandémie-là, dis-nous qu'est-ce que tu découvres pendant cette pandémie-là, dis-nous qu'est-ce qui te frappe, qu'est-ce qui te choque, qu'est-ce qui te blesse le plus, qu'est-ce qui t'entrave le plus, qu'est-ce qui te révolte le plus, qu'est-ce que tu trouves le plus dur, qu'est-ce que tu trouves facilitant, nomme ton expérience, dis-nous de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui t'allège, qu'est-ce qui... Je n'ai pas entendu de choses comme ça. Ni pour les ados, ni pour les enfants, ni pour les familles. Pourtant, je sais que moi, j'ai eu connaissance. Il y a des gens qui ont profité et qui profitent encore de cette pandémie-là, des gens qui pouvaient parfois être très sollicités par leur réseau pour rendre service à un, rendre service à l'autre. Là, tout à coup, tout s'est arrêté, puis ils ont été obligés de rester chez eux, puis ça leur a donné de l'espace pour respirer. Ils étaient à quelque part, ils en ont profité de cette pandémie-là pour pouvoir dire non plus facilement
à des gens qui étaient trop envahissants. Alors non, il fallait qu'ils se protègent. Non, ils ne pouvaient pas aller aider un puis l'autre, puis sortir de la région. Puis... Alors, il y a des gens que ça a aidé qui avaient de la difficulté à dire non, puis à maîtriser leur horaire. Ça leur a donné la permission de dire non. Puis ils en ont profité, puis ils ont apprécié. Et maintenant, même si les choses s'assouplissent un peu, c'est plus le même rythme, c'est plus les mêmes sollicitations. Ils ont pris de la force là-dedans. Je sais qu'il y a des enfants qui en ont profité aussi de retrouver tout à coup un papa puis une maman plus régulièrement à la maison, un papa puis une maman qui vont glisser avec eux l'hiver, qui vont jouer au soccer dans la cour avec eux, qui passent du temps avec eux. Je sais qu'il y a des enfants qui ont profité de ça, de retrouver un papa puis une maman, puis un horaire moins chargé où c'est qu'on n'est pas toujours en train de courir après la prochaine pratique de hockey, puis le prochain cours de piano, puis je ne sais pas quoi encore, là. Des horaires plus mollo, des activités plus ordinaires, mais des parents plus régulièrement là, un horaire un peu allégé. Pas pour tout le monde. Et c'est sûr que si tu as des bons parents qui étaient attentifs à toi, puis qui t'avaient inscrit à toutes sortes d'activités, puis que là, tout à coup, tu as plaisir, tu prends plaisir à les retrouver dans un horaire allégé, c'est bien. Si tu as une atmosphère familiale tendue, puis si tu as des conflits avec tes parents, là, c'est autre chose. Là, je doute que ces familles-là sortent apaisées de cette situation de pandémie-là. Et je pense que c'est à ça aussi qu'essaie d'attirer l'attention du gouvernement, les différents regroupements communautaires qui sonnent l'alarme parce qu'il y a des gens qui sont en plus grande difficulté actuellement à cause de la pandémie. Enfin, il reste l'ingrédient de l'estime de soi. L'estime de soi qui a pu être mis à mal de différentes façons pendant la pandémie. C'est sûr que si tu avais un boulot que tu aimais, tu occupais un poste qui te plaisait, tu te sentais compétent dans ce que tu faisais, puis tu perds ton travail, puis tu rentres chez vous, puis que tu n'as plus de travail, mais tu n'as plus de revenus non plus. C'est pas juste le fait de la PCU qui va compenser une partie du salaire que tu as perdu, qui va te redonner la satisfaction que tu avais de faire ton métier, d'exercer ta profession, puis de contribuer, puis de te sentir compétent. Alors, l'estime de soi, c'est composé de beaucoup de choses, mais c'est aussi quelque chose qui nous appartient d'entretenir. Alors, ça aussi, il faut voir qu'est-ce qu'on a perdu au niveau de l'estime, des sources de gratification en termes d'estime de soi avec la pandémie. Qu'est-ce qui a été mis à mal là-dedans et comment on compense ça? Des fois, c'est à travers le travail, des fois, c'est à travers la famille, des fois, c'est à travers notre réseau de relations plus élargi. Puis des fois, c'est à travers tout ça qu'on contribue à maintenir notre estime de nous-mêmes. Mais c'est sûr que
de toutes sortes de façons, très subtiles. Là. Tu sais, les gens disent « Ah, super, je travaille en mou à partir de chez moi. » Oui, c'est le fun. Puis des fois, c'est magnifique là, tu sais, de dire aujourd'hui, je veux rien savoir, je reste en mou, je me rase pas, je fais rien, je me paye une journée de doudoune, puis c'est parfait, puis on a le sentiment de se dorloter. Ça c'est une chose. Mais passer un an en mou, avec plus ou moins l'envie de se laver, plus ou moins l'envie de se raser, plus ou moins l'envie de se pomponner ou de se maquiller, ou tu sais, peu importe, là. Ça, c'est pas sûr que c'est porteur d'une bonne estime de soi. Alors, il y a toutes sortes de... La pandémie nous a tendu toutes sortes de pièges à différents niveaux pour comme alléger notre routine parfois en ayant moins d'heures fixes pour se lever, moins d'heures fixes pour se coucher, moins d'engagement, moins besoin de s'habiller, moins besoin de se pomponner, pas possibilité d'aller chez le coiffeur, pas possibilité de faire refaire les mèches ou la teinture, bon, en tout cas, de toutes sortes de façons. Des fois, on a compensé en mangeant davantage. Ça c'est quelque chose qu'on voit. Les gens ont pris quelques livres. Là, on s'aime moins. Ça aussi, ça joue sur l'estime de soi. Ça contribue à faire en sorte de réduire notre capacité de résilience. Alors, je ne sais pas si vous avez un endroit, un des ingrédients en particulier qui a été plus affecté qu'un autre, ou si les trois sphères et l'estime de soi, la satisfaction du travail accompli, soit la capacité de créer, de s'exprimer, de se manifester, ou le contexte, les relations, le réseau. Si c'est un, deux, trois des sphères et à quel niveau ces choses-là ont été atteintes parce que c'est à quelque part très personnel, mais la pandémie est allée gruger à moins d'être vraiment tombé malade puis d'avoir vécu des drames à travers la COVID, là, les gens ordinaires qui n'ont pas perdu un proche ou qui n'ont pas été eux-mêmes très malades de la COVID ont quand même été impactés par cette pandémie-là. Et parfois, c'est drastique parce qu'il y a eu des pertes évidentes de travail, de revenus, de statut, de tout ce que vous voudrez. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil, mais ce n'est pas moins grugeant, ce n'est pas moins usant, tant du côté de l'estime de soi que de la capacité d'expression ou de production que dans l'environnement et dans le réseau. Alors, Joanne? Oui. Il y a M. Giroux qui nous dit que les contacts avec ses collègues bénévoles à la maison de soins, ça lui manque beaucoup. Ça nous dit que le contact humain nous aide à passer au travers plein de choses dans la vie. Puis quand on perd ce contact-là, ça gruge un peu, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Puis ça peut sembler subtil, hein? Puis peut-être que pour certaines personnes, ils ne comprendraient pas ce que M. Giroux exprime comme affaire, parce qu'à quelque part, il est resté bénévole chez nous, il continue de contribuer à la maison,
il vient encore, il fait partie de nos bénévoles actifs, malgré son âge. Il a réclamé à corps et à cri, de dire, mais je suis un grand garçon, puis j'ai le droit de choisir les risques qui sont significatifs pour moi, et je veux continuer de contribuer. Et malgré ça, il manque des choses, parce que l'atmosphère n'est pas le même, parce que les rencontres en présentiel ne sont plus là, parce qu'à quelque part, il est là la fin de semaine, le personnel qui avait l'habitude de voir dans la semaine n'est plus là. C'est des ça peut sembler des petites choses, mais oui, c'est usant. C'est usant, puis c'est usant, puis ce que j'entends, puis bon, je le connais, M. Giroux, je sais, je sais comme la maison est importante pour lui, comment ça lui tient à cœur. Alors, c'est un engagement qui est essentiel pour lui, mais il n'est pas essentiel, lui, tout seul, dans sa tour d'ivoire. Il est essentiel en solidarité avec toute une gang de monde qui tient cette ressource-là aussi debout. Alors, oui, c'est un vrai deuil. Même s'il n'a pas perdu sa place comme bénévole, même s'il continue de contribuer, il y a un vrai deuil de ne pas retrouver son groupe de bénévoles, ses rencontres, ses partages, ses échanges, le contexte vivant qu'il y avait autour de ça. Il n'a pas tout perdu, mais il a perdu quelque chose pareil en termes de qualité là-dedans. Je lisais son chat. Là, qui disait... Heureusement qu'il a compensé avec des bons Zooms et des belles lectures inspirantes. Oui, effectivement. Oui, Chantal me dit, je suis tout cas avec M. Giroux, le contact humain me manque beaucoup aussi. Oui, je pense que ça manque à tout le monde, hein? À tout le monde. Oui, je le pense. Puis, en tout cas, moi, c'est la question que je me pose. Après la pandémie, quand je vais regarder en arrière, qu'est-ce que je vais me dire que j'ai réalisé à travers ça? Qu'est-ce que ça m'a fait faire comme bout de chemin? OK? Ouais. Puis oui, je réalise, et pourtant, bon, pas pour me prendre en exemple, mais quand même pour illustrer ça, moi, je suis pas quelqu'un de minouche, toute la visite qui vient chez nous, des petits becs, 2 petits becs, 3 petits becs. Non, moi, je rentre, fais comme chez vous, salut, c'est le fun, go. Bon. Mais ça me manque. Maintenant, je découvre que même si je ne suis pas flat le chat, flat le chien, j'en ai pas, puis je ne peux pas en avoir de toute façon là où je demeure, mais tu sais, je me considérais pas comme quelqu'un de... Il y a des gens qui sont affectueux, ils ont besoin de toucher tout le monde qu'ils rencontrent. Je me considérais pas comme ça. Mais quand je me suis retrouvée dans l'impossibilité de faire des câlins à mes petits-enfants, là, je mangeais mes bas. Ça me manquait. Puis, tu sais, juste dire, tu t'assis dans le fauteuil, puis le petit se colle à ta cuisse, puis là, tu lis un livre avec, ça me manquait physiquement. Énormément. J'aurais pas visualisé ça, je pense, s'il n'y avait pas eu de pandémie. Les relations avec les gens, oui, c'est beau de maîtriser des Zooms, de prendre des apéros virtuels avec des chums, d'en appeler d'autres parce que j'en ai qui ne maîtrisent pas ces outils-là, de garder contact, de voir les gens en personne. J'ai hâte à l'été. J'ai hâte à l'été parce que même si le confinement demeure, c'est plus facile de mettre une chaise de jardin à 2 mètres puis de prendre une limonade ensemble en se parlant de vive voix, même si on a passé l'hiver à se donner un rendez-vous sur Zoom à tous les vendredis soirs. C'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Les relations humaines entre humains puis entre téléphone ou entre appareil télé ou écran d'ordinateur, ça ne fait pas la même affaire.
C'est pas vrai, ça fait pas la même affaire. Je pense que, en tout cas, ça là-dedans, je me découvre beaucoup plus dépendante de mes relations que je pensais. Mais dépendante, oui, dépendante, mais pas dans un... Pas nécessairement dans un sens négatif, mais je réalise que j'ai besoin des autres. J'ai besoin de la part des autres. J'ai besoin du contact avec les autres. J'ai besoin de rencontrer d'autres et pas juste sur l'écran de mon ordi. Ouais. Ah oui. On se découvre profondément, beaucoup plus profondément humain qu'on pensait peut-être. Je ne sais pas pour les autres, les contacts humains dont vous parlez et qui vous manquent, est-ce que vous les avez compensés autrement? Compenser, c'est un grand mot, je dirais, pour ma part. Le contact humain, physique et, comme tu disais tantôt, minouche, colle, c'est dur de remplacer ça. C'est difficile. Tu as beau faire des Zooms et des... Ouais. Tu sais, moi, je le fais avec mes enfants, mes petits-enfants. On se fait des petits Zooms. C'est le fun, c'est agréable, c'est beau bisous, mais c'est pas tout à fait pareil comme je te prends dans mes bras, je te fais un câlin, puis je sens ton odeur, puis c'est très différent. Très oui. différent. Mm-hmm. J'ai une question, Joanne, depuis tantôt que ça me trotte dans la tête. Vas-y. On parle de contact humain qui est super important, l'estime de soi et tout. Quelqu'un qui est solitaire, quelqu'un qui est habitué d'être toujours seul, est-ce, ça a l'air drôle comme question, est-ce que les gens solitaires et quasiment les ermites sont résilients? Bonne question, hein? Chantal? Oui, c'est une bonne question. Chantal a levé la main aussi. Hein? Chantal a levé la main, oui, Oui. vas-y. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Oui, go. En fait, moi, je suis une fille très sociale. J'ai perdu mon papa, pas du COVID. OK? Donc, j'ai dû vivre la maladie puis le deuil de mon père en plein milieu de la pandémie. OK? Ensuite, j'ai aussi eu mes enfants qui ont eu un grave accident de voiture au mois d'octobre. Et tout ce réseau de réconfort-là qu'on parle, à ces moments-là précis, on va aller chercher des amis, des gens à qui parler. Quand Carole parle de la personne solitaire, ben ça, c'est la personne avec qui je vis, moi, il l'est. OK? Il est solitaire. Si vous dites le titre de votre conférence présentement, c'est « Êtes-vous usé par la pandémie? » Ben, même ces gens-là qui sont solitaires, qui n'ont pas nécessairement besoin du contact humain aussi régulier que d'autres personnes comme moi, présentement, ils manifestent, ils demandent à faire des Zooms. Ils appellent ses amis, chose qu'ils ne faisaient pas. Alors, oui, je pense que lui aussi, le solitaire, présentement, il est usé. Ça lui demande une résilience, la pandémie, qu'il ne connaissait pas avant. Oui. En tout cas, moi, c'est mon impression. Alors, quand je disais, tu vois, probablement que ce conjoint-là dont tu parles, jusqu'avant la pandémie, il aurait soutenu qu'il était solitaire puis qu'il était très bien solitaire. Ça lui convenait très, très bien comme ça. Il ne pourra plus dire ça après la pandémie parce qu'il va avoir réalisé que oui, il y a des bouts qu'il apprécie, puis c'est correct, mais ça va l'amener à nuancer le fait que oui, il y a besoin d'une certaine distance, il y a besoin d'un certain territoire, il y a besoin de paix, il y a besoin de calme, il y a besoin de ci, il y a besoin de ça, mais il y a besoin du monde aussi. OK? Ça nous oblige à nous resituer, mais à un niveau très profond, je trouve. Parce que, oui, il y a des avantages à être bien avec soi, puis à
à ne pas avoir toujours besoin de contact. Puis oui, c'est bien, c'est confortable. Mais quand on n'en a plus du tout, c'est autre chose. On découvre autre chose. Puis je ne sais pas, toi, comment tu as vécu ça, mais de traverser des épreuves comme un deuil pour ton papa, puis un accident quand même grave pour tes enfants. Tu appelles des amis, tu leur en parles, mais il me semble que ça ne vaut pas des bras pour nous accueillir quand on est en peine. Les mots, parfois, suffisent pas toujours à dire combien. Écoute, ça m'a demandé beaucoup de résilience. Oui, hein? J'en doute pas. J'en doute pas. En fait, comment je pourrais vous dire ça? Dans le moment, la façon dont je vais le dire, c'est que dans le moment, tout le monde est usé. Et qui a le goût d'entendre les doléances de l'autre? On est pris, tout un chacun est pris dans cette pandémie-là, l'impossibilité de faire ci, l'impossibilité de faire ça, comme tu disais tantôt. Il y en a qui ont perdu leur travail, etc. Tout le monde a vécu des choses à différents degrés, mais à différents degrés, des fois, ça, à moins grande échelle, comme tu disais tout à l'heure, mais sur un an, ça devient pesant. Fait que je te dirais que dans le moment, j'ai des ressources extérieures à mon réseau, je dirais des ressources professionnelles, beaucoup plus que dans mes amis, parce que mes amis n'ont pas envie, ma famille n'ont pas envie que je les appelle puis que je pleurniche dans le téléphone, parce qu'ils pleurnichent eux autres de leur part. Ils en ont assez, tu sais, ils en ont assez. Ça fait que oui, la pandémie... moi, j'ai hâte de voir le après. Oui. Le après. Comment on va renouer tout le monde ensemble? Parce qu'on s'est éloigné, je veux pas. Tu sais, au début, les Zooms, là, tout le monde voulait faire des Zooms. Puis on va faire ci. Tu disais tantôt, se réinventer. On va faire des Zooms. Puis moi, là, j'ai tenu ça là, à bout de bras là, jusqu'à Noël. Puis en mois de janvier, quand ils ont annoncé qu'on se reconfinait après le 11 janvier jusqu'au 8 février, puis que là, ça finissait plus de finir. Ouais. Je me suis aperçue que les gens n'avaient plus vraiment envie de faire des Zooms, puis que tu les appelais, puis tu avais de l'air plus de les déranger que de... On est usé. Oui. On est usé, mais je pense aussi que... bon, je pense différentes affaires, mais je vais commencer par dire, je pense que au début de la pandémie, on a beaucoup encouragé les gens à sourire, à dire ça va bien aller, bon, puis qu'au fur et à mesure, le discours a commencé à changer, puis là, tout le monde est usé, puis c'est comme si, je ne sais pas, il y avait, et en tout cas, pendant un bout de temps, moi, j'ai senti qu'il y avait une certaine gêne. Les gens n'osaient pas dire qu'ils ne s'en tiraient pas si bien que ça, puis qu'ils trouvaient ça pénible. La norme, c'était de trouver ça heureux, puis de rebondir, puis de se réinventer, puis de... Bon, alors... Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont plus sensibles au fait que si tu commences à chialer, ça va leur ouvrir la porte pour chialer eux autres aussi, puis dire comment ils trouvent ça difficile. Je pense qu'il ne faut pas s'enfoncer là-dedans, mais oui, ça demande d'être actif dans garder notre réseau. Puis oui, il y a un essoufflement aussi parce que je pense que c'est beau de faire des zooms. Oui, mais ça ne comble pas tout. Non. Fait qu'à un moment donné, pendant un bout de temps, on se fait croire qu'on se voit puis qu'on garde le contact parce qu'on fait des zooms. Mais à quelque part, les gens ne sont pas complètement dupes non plus. Puis à un moment donné, il reste que ce n'est pas si satisfaisant que ça de faire des zooms. Fait que les gens lâchent un peu. En même temps, j'ai envie de te dire le contraire, dans le sens où moi, cette année, j'ai renoué avec la tradition d'envoyer des cartes de Noël. Ça se fait plus bien. Tout le monde fait ça avec l'Internet, mais moi, comme je ne suis pas très habile sur l'Internet, tu vois, j'ai une gang d'amis qui ont été chanceux, ils ont reçu des vraies cartes de Noël cette année. Mais
j'ai pris le temps, parce que j'avais le temps, de m'asseoir chez moi, de sortir mon agenda, de regarder ma liste de gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, que je n'avais pas parlé, que je n'avais pas rencontré, mais à qui j'avais le goût de dire « Je suis loin, mais je pense à vous autres ». Puis j'ai écrit un message personnel à chacun de ceux que j'avais le goût de saluer pour dire on ne se verra pas cette année à Noël ou on ne se verra pas cette année pendant le temps des vacances ou je ne sais pas trop quoi, mais je pense à vous autres. Puis, et ça, j'étais contente de ça. Moi, ça m'a fait du bien de faire le tour de mon agenda puis de me réchauffer le cœur en me disant à qui j'ai envie de souhaiter un joyeux Noël, à qui je pense, qui c'est qui est important pour moi dans cet agenda-là, là, où moi, je n'ai pas envoyé à mon plombier puis à mon électricien, puis, tu sais, mais c'est qui les gens précieux pour moi? Alors, ça, j'ai revisité ça, puis j'ai fait ça. Puis, mais c'est vrai qu'avec le temps, des fois, je sors du travail et je me dis, il faudrait bien que j'appelle Madeleine. Oh, il faudrait que je prenne des nouvelles de Madeleine. Il faudrait que je prenne des nouvelles de... Puis là, j'arrive chez nous, je me dis, fatiguée, usée. Il faut vraiment se pousser à maintenir des liens quand ils sont importants. Puis je trouve ça à la fois très le fun que tu fasses appel à des ressources professionnelles parce que parfois ça en prend. En fait, Joanne, moi, là, j'ai ma marge de crédit énergétique là, à mettre l'énergie dans ça, écrire des lettres aux gens, puis tout ça. Tu sais, elle est comme en dessous. Fait que j'ai besoin que les gens m'écrivent des lettres, j'ai besoin que les gens me contactent. Et là, c'est moi qui dois maintenir les contacts. Et là, je vais te dire, je suis épuisée. Oui. Je me dis, c'est pour ça que je me dis, on verra après. Peut-être que ça va être la grande fiesta. Puis on va tous vouloir se voir, puis qu'on n'aura même plus de place dans nos agendas. Ou peut-être que ça aura éloigné certaines personnes. Ça se peut aussi que ça ait contribué à faire du ménage dans nos liens. Il y a une autre initiative, je ne sais pas si d'autres personnes ont reçu ça, je ne dois pas être la seule dans la province. Les Postes Canada avaient envoyé à un moment donné une carte postale que tu pouvais poster sans frais. Tu envoyais un câlin à quelqu'un. Moi, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Mais là, tu en as un exemplaire, tu n'en as pas 32 exemplaires, tu en as un. Fait que là, je me suis dit, à qui j'enverrais ça? Qui est-ce qui a besoin d'un câlin dans ma gang? J'aurais pu l'envoyer à un de mes petits-enfants, oui, mais ça, je leur en donne, puis je leur dis que je leur en donne des câlins. Bon, alors, à qui j'enverrais ça? Puis là, j'ai pensé à une de mes chums. Je me suis dit, elle vit toute seule, elle aussi. Ouais, j'envoie ça. J'y ai envoyé ça. Elle m'a rappelé par la suite, me dire, j'ai reçu ton câlin, et c'est donc bien le fun. Mais tu vois, ça, c'est le genre d'affaires que ça serait le fun. Toi, tu aimerais recevoir, ça serait le fun que quelqu'un t'envoie une carte postale pour te dire, je pense à toi, Chantal. Pour déposer dans notre... Mais en même temps, tu sais, que j'ai tellement de compréhension dans le sens, encore, je reviens à te dire ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens savent que j'ai vécu des choses difficiles, puis tu sais, je suis pas sortie de tout ça, puis c'est pas encore tout assimilé, puis c'est beaucoup plus long en période de pandémie parce que justement, il n'y a pas, tu sais, juste ma soeur puis moi, on va à la maison de papa. On aurait dû aller manger au restaurant pour ouvrir une bouteille de champagne, tu sais. Ouais. À s'en aller chez eux, je me suis en allée chez nous, tu sais. Tu sais, à chaque étape de la succession, mettons, tu sais, c'est comme on a fermé un dossier, voilà, les funérailles sont faites. Et puis d'ailleurs, si j'ai quelque chose à vous suggérer chez Palliavie, j'en ai parlé avec Laurence parce que j'ai Laurence de chez vous qui est une de mes ressources externes avec qui j'ai repris contact là, à la fin de l'année. Hein. J'ai fait mon calendrier là, de la première année du décès de papa, puis ça c'est venu me chercher, fait que j'ai rappelé Laurence.
Puis c'est ça que je disais, tu sais, des funérailles, là, si vous perdez quelqu'un, attendez pas comme nous autres, on a fait 5 mois plus tard. J'ai dit ça à une amie qui a perdu son père le 31 janvier, puis ils ont fait les funérailles tout de suite parce qu'elle a pris mon exemple. 5 mois plus tard, nous, on est retombé, toute la famille. On est retombé comme s'il venait juste de mourir. Même si c'est des petits funérailles petits, là. Les funérailles au Québec, c'est un rituel qui est hyper important. Oui. Si c'est à refaire aujourd'hui, je ferais des funérailles juste avec ma soeur et mes enfants, les petits-enfants. Puis on aurait célébré mon père quand on aurait pu le faire grandiosement dans une cour, en quelque part, whatever, pour célébrer sa vie. Mais faire les funérailles, ne pas attendre qu'on puisse avoir 250 personnes, 300 personnes. Tu sais. Non. C'était un autre apprentissage. Oui. Fait que, tu sais, les gens, ils savent que j'ai vécu toutes ces choses-là. Donc, c'est plus long parce qu'on a fait les funérailles 5 mois plus tard. Fait que là, tu retombes dedans, puis bon, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu sais, les gens, dans le moment, je suis obligée de vous dire, tout le monde vit ses propres peines par rapport à la pandémie, ses propres difficultés. Donc, de venir en aide à quelqu'un, c'est pas facile. Tu sais, je pense que mes amis, ils font pas à mal dans le moment. Ils sont en train, eux autres, d'essayer de se dorloter eux autres mêmes aussi. Aussi, mais je pense que c'est... Moi, je dirais... Oui, je pense que beaucoup de gens sont usés, puis je pense que des fois, on manque un peu d'énergie pour aller vers les autres, et c'est pas pour mal faire, mais en même temps, moi, je pense que de pouvoir partager avec des amis qui nous sont proches, le fait que on ne sait pas trop quoi te dire, mais on pense à toi, que non, on n'a pas d'énergie à revendre, mais on se dit, mon Dieu, ça ne doit pas être facile pour toi, ou on ne sait pas quoi te répondre exactement, mais on t'entend. Moi, je pense que c'est précieux aussi. Et ça fait partie d'entretenir des liens. Et des fois, les gens, en tout cas ici, à la maison de soins, ils vont dire aisément qu'ils ont départagé les vrais amis des autres. Quand ils ont eu quelqu'un de très malade, les vrais amis sont restés, puis les autres, un diagnostic de cancer, puis je veux dire, tu fais un sérieux ménage dans tes liens, OK? Il y en a qui vont le décrire comme ça, puis je pense que oui, il y a des gens qui sont inconfortables parce qu'ils n'ont pas de réponse, parce qu'ils se sentent impuissants, mais être en relation, c'est pas nécessairement tout le temps avoir toutes les réponses. C'est des fois pas avoir de réponse, pas savoir quoi dire, mais penser pareil aux gens. Mais je pense pas que les gens pensent pas à moi, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense que, parce que, écoute, ça se bousculait au portillon ici quand papa était malade, puis ça a été la même chose. J'ai un réseau d'amis des amis d'enfance que j'ai depuis très longtemps. Oui. Quand je les regarde, ils ont dans le moment, eux autres aussi sont en déficit, hein? Malheureusement, moi, dans mon réseau, en tout cas, on est tous en déficit. OK. On est tous en déficit. Oui, ça se peut. Et c'est ça l'usure dont on parle. Oui, exact. Ils sont tous en déficit. Fait qu'heureusement qu'il y a des organismes comme Palliavi et d'autres pour nous aider, pour nous apporter un petit peu de réconfort. Oui. Je pense. Puis j'entends ta suggestion, et d'ailleurs, à la lumière de ce qui se vivait ici, j'ai une amie qui a perdu son père pendant le temps de la pandémie, pas de la COVID, mais pendant le temps. Et en plus, elle demeure à l'extérieur du Québec, qu'elle ne pouvait même pas venir ici. Puis tout de suite, quand j'ai envoyé mes sympathies, j'ai envoyé juste un petit message de sympathie, puis elle m'a répondu, je me sens tellement loin, puis je me sens tellement seule, Joanne. Puis j'y ai dit,
Elle dit, on ne peut pas faire de funérailles, etc. Puis j'y avais dit, écoute, tu fais comme si samedi prochain, tu enterrais ton papa. Tu lui prépares une lettre. Tu lui prépares un hommage. Tu appelles ton frère, tu lui demandes de faire la même chose. Tu appelles sa femme, tu lui demandes de faire la même chose. Vous faites un Zoom, vous faites quelque chose, un rituel ensemble pendant que c'est là, que c'est frais. C'est là que tu l'as perdu. C'est là que tu es dedans. C'est là que ton cœur fait mal. C'est là que tu refais le bilan. C'est là que tu repenses à tout ça. Sors les photos. Fais ce que tu aurais fait s'il y avait eu un salon mortuaire samedi, là, puis que tu l'avais enterré samedi. Fais-le, puis trouve-toi des gens pour partager ce rituel-là, même avec un nombre restreint de personnes, mais pour qui ça fait du sens. Fais ça maintenant. Après ça, l'été prochain, vous ferez un grand pique-nique, je ne sais pas quoi, là. Ça c'est pas grave, mais c'est dans ce moment-là qu'on est dedans, qu'on a des choses à dire, à exprimer. C'est là que toute notre énergie. Moi, je veux garder l'espoir que les gens, quand ils vont, quand tout ça va se replacer, en fait, puis que les contacts humains, j'aime pas utiliser normal, là, parce que ce qui est normal pour un n'est pas nécessairement pour l'autre, mais usuel. Les contacts qu'on a sont usuels, c'est-à-dire d'aller souper chez quelqu'un. Tu sais, là, je peux même pas envisager dans ma cour chez moi, je suis en zone rouge, d'inviter quelqu'un à 2 mètres sur le bord du feu avec moi. Je suis passible d'une amende. Fait que, fait que je ne reçois pas du tout, mais quand ça pourra être permis, ça, j'espère que les gens vont mon plus grand souhait, ce sera que les gens seront encore capables de communiquer et de le faire et qui auront ce désir. Que ça sera pas abîmé. C'est mon plus grand souhait. C'est le seul souhait que j'ai. Okay. Tout le monde en santé. J'ai pas perdu personne de la COVID. Je remercie la vie pour ça grandement. Maintenant, la seule chose que je désire, à part ça, que tout le monde soit en santé, c'est qu'au niveau de la santé du cœur et la santé mentale, que quand on aura la possibilité de renouer les contacts, que les gens répondront présents, qui n'auront pas eu trop mal dans leur cœur et dans leur tête, puis que ça ne les aura pas rendus aigris ou... C'est ce que j'espère. Ben, je suis très dans l'utopie, moi. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas qui est-ce qui répondrait non à une invitation ces temps-ci, si on le pouvait. Je continue de croire que oui, les gens vont avoir réalisé comment c'est précieux de pouvoir s'asseoir autour d'une table et partager un repas. C'est le souhait que je nous souhaite à tous. Ben oui. Et oui, Raymond. Oui, j'entends aussi comment c'est différentes communautés, mais toi, ta communauté d'appartenance religieuse aussi, elle t'a manqué. Je parlais de nos communautés sociales, culturelles, religieuses aussi, j'aurais dû le mentionner, oui. C'est précieux, c'est des communautés d'appartenance, des communautés de sens. Joanne, il reste un petit 15 minutes. Oui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient d'autres questions ou questionnements par rapport au sujet de la résilience. Si on résume, là, dans le fond, là, quand j'entendais Chantal parler tantôt, je pense qu'on est pas mal tous résilients. Oui. Pas mal tous, parce qu'on passe au travers. Il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins. Est-ce que ça existe des gens qui n'ont aucune résilience? Est-ce que ça se peut? Je crois pas. Je ne crois pas. Des gens qui n'ont aucune résilience, ils ne sont plus vivants maintenant. C'est ça. Oui. J'osais pas le dire. C'est ça. Les dinosaures ont atteint ce niveau-là à un moment donné. Ils ne sont plus là non plus. Mais à part de ça, là, non, moi, je pense qu'on a tous une capacité. Puis moi, en tout cas, de me dire qu'on n'a pas tous la capacité d'être résilient dans 24 heures. Il y en a qui rebondissent,
puis se revire en l'espace d'une nuit. Oui, puis c'est beaucoup ce qu'on nous a proposé comme modèle de résilience. Mais moi, je pense que la grande majorité des gens sont résilients et j'espère, c'est ce que je nous souhaite à tous, c'est de découvrir que cette épreuve-là, qui est une épreuve collective, là, qu'on vit tous, va nous avoir amené quelque chose, va nous avoir fait grandir. Je l'espère. Puis oui, grandir dans nos relations humaines, je l'espère aussi parce que je pense que là-dedans, beaucoup de gens se reconnaissent et reconnaissent comment c'est important finalement. Le réseau, le contact, les amis, les occasions de se rencontrer, de se parler. Je l'espère. Je l'espère. Mais j'espère qu'on va sortir grandi. Je pense que oui. Je pense que oui. On va essayer. À différents degrés pour certaines personnes aussi, là. Oui, puis avec différents degrés d'épreuve aussi. Pour les différentes personnes, on n'est pas tous égaux là-dedans. Non, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut aussi s'accepter dans les journées où notre résilience, puis toutes ces belles paroles-là, tu sais, puis ces belles choses-là qu'on va avoir à l'intérieur de soi, tout le monde va avoir une belle estime, tout le monde veut être résilient, tout le monde veut accepter, tout le monde veut. Mais il y a des journées où on peut se permettre de dire, ben aujourd'hui, là, j'en ai pas de résilience, OK? Puis aujourd'hui, je pense que je vais mettre ma switch à off. Oui. C'est important de se respecter aussi. Aujourd'hui, je vais. Mais aujourd'hui, je peux-tu, une fois de temps en temps, dire, j'en ai plus. Oui. Je peux-tu prendre ma carte de membre des Schtroumpfs Grognons pour aujourd'hui? Oui. Puis continuer de s'accepter là-dedans, continuer d'accepter qu'on a des hauts et des bas, qu'on n'est pas toujours sur notre 36. Ben non. Mais s'accepter là-dedans. Oui. Ouais. C'est dur sur l'orgueil, par contre, je dirais. Tu sais, quand je me prends en exemple personnel, la super performante qui est toujours prête à tout faire, puis qu'à un moment donné, tu tombes au combat, ton orgueil en prend un coup. Même si on est bien résilient, il y a une partie d'orgueil là-dedans aussi, hein, je pense, Joanne. Bien, dans l'estime de soi, dans la fierté, oui, il y a de l'orgueil. Oui. Bien sûr. Puis, à quelque part, c'est une sérieuse leçon d'humilité, hein, une pandémie comme ça. Catherine, elle nous dit qu'elle adore la carte de membre des Schtroumpfs Grognons. Oui, elle t'en vend pas cher des fois. Je pense qu'on va tous rentrer membres. Hein? Oui, on a le droit d'en faire partie. Ouais. Quand je t'entends, Carole, dans ça, je me dis, mon Dieu, accepte donc l'imperfection de ta perfection. Je pense que j'ai appris ça cette année. Ouais, accepte-les donc. Tu sais? Je l'ai appris. C'est juste que toi, un être humain, bien standard. Ben oui, l'invincible Carole a été vaincue cette année. Ça montre juste un côté humain. Oui, Il y a plein de chats là. Attends. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose? On a répondu à tous les chats. Il y avait Raymond ici là, qui disait qu'un sourire, un bonjour, c'est apprécié, puis ça sème de la joie chez les clients. Mm-hmm. Es-tu beau, ce Raymond-là? Je veux le rencontrer, moi. Je l'aime, lui. Écoute, Catherine aussi a dit oui. Ben, hier, là, juste pour vous donner une petite... j'ai pris une marche. On prend de plus en plus de marches. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Ouais. On prend de plus en plus de marches. Puis il y avait un petit garçon dans une brouette qui devait avoir 3 ans. Il parlait assez franc. Il dit « Bonjour, comment tu t'appelles? » Écoute, je l'ai regardé, puis j'ai dit, ben, je m'appelle Chantal, puis toi? Puis il dit, je m'appelle Henri. Ben, j'ai dit, mon Dieu, bonjour Henri. Et sa grand-mère de remercier, tu sais. Je dis à Gaëtan, qui m'a fait du bien? Lui, la grand-mère n'avait pas besoin de me remercier. C'est ça, hein? Ben oui. Comment que des petites affaires de même, là, à cette heure, hein? On les voit-tu?
Oui, on les voit davantage, on apprécie davantage de choses. En tout cas, moi, je me rends compte que je suis beaucoup plus appréciative des gens qui placent l'épicerie à mon épicerie du coin. Je vais remercier la caissière qui me donne ma facture. Tout à coup, on se met à apprécier des tas d'affaires qu'on prenait pour acquis avant. J'espère qu'on va garder ça. J'espère qu'on va tous sortir grandis de cette expérience-là, même si effectivement, il y a beaucoup d'aspects de cette expérience-là qui sont malheureusement pénibles. C'est le fun de savoir qu'on a le droit de trouver ça pénible. Raymond dit tous les dimanches de 14h à 19h à la maison. Il est à la maison, sinon il n'est pas trop sorteux. C'est une invitation, Raymond. C'est bon. Ça marche. Les dimanches. Ah, OK. Les dimanches. On note. Attention, il y a une gang qui arrive dimanche. Hein? On pourrait être une gang qui arrive dimanche. La maison va être pleine. OK. Peut-être que tu peux prendre les 2, 3, 4 minutes qui restent pour rappeler les autres conférences, puis rappeler aux gens de faire savoir, de faire connaître ces conférences-là dans leur milieu, Carole? Oui, effectivement. Moi, je pense que j'ai 5 autres qui sont au programme. En fait, la semaine prochaine, le 14, c'est sur le deuil, mythes et réalités du deuil, avec Nathalie Bazinet, qui est une intervenante que nous connaissons, moi et Joanne, qui a fait du bénévolat ici, mais qui est aussi thérapeute en relation d'aide. Alors, elle va présenter cette conférence-là la semaine prochaine. Par la suite, nous avons une méditation guidée avec Patricia Bertin, qui est aussi une de nos bénévoles, qui a travaillé aux soins, qui est quelqu'un de, je dirais, multifonctionnel. Elle a plein de... C'est incroyable, les connaissances qu'elle a, cette femme-là. Elle fait plein de choses. Elle est un petit rayon de soleil et très zen aussi. Par la suite, on a au mois de mai, Nathalie qui redonne un autre atelier sur... attendez un petit peu. De l'isolement à la relation en période de confinement. Ça va être quelque chose de bien intéressant aussi. Et on a aussi au mois de mai Laurence, que Chantal connaît, qui va faire un atelier sur le stress, comment mieux gérer le stress. Ça aussi, ça va être bien intéressant. Et puis, on termine au mois de juin. Moi et Joanne allons donner la conférence atelier sur quand un parent est gravement malade, est-ce qu'on en parle aux enfants? Et si oui, comment? C'est une chose qu'on a déjà fait en formation régionale auprès des professionnels de la santé, mais là, on va l'adapter pour monsieur, madame, tout le monde, parce que je pense que dans nos vies, il y a toujours des risques qu'un parent tombe malade et qu'il y ait des enfants qui soient concernés par cette situation-là. Fait qu'on on va l'adapter justement pour monsieur, madame, tout le monde. Alors, c'est les prochains ateliers qu'on va avoir. Voilà. Fait qu'en concluant, Joanne, ben merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci à toi, merci à vous. Oui, merci à tout le monde. Puis, Joanne, tu m'attends avant de fermer le tout, parce que je veux m'assurer qu'on bypasse pas notre enregistrement. Je vais aller te rejoindre. Oui. Et puis, au plaisir de vous revoir bientôt.